Et donc voilà, moi je viens de rejoindre le cabinet de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, je précise des sports, de la jeunesse et des sports. Je le précise à dessein parce qu'on est sur une transversalité qui peut intéresser ce sujet. Et je veux d'abord remercier le Centre français des fondations, Jérôme aussi, de cette initiative qui pour moi est réellement utile dans le débat qu'on aura tout à l'heure et au fond entre ce côté géopolitique et géostratégique où je me positionne et puis une vérité plus proche et plus palpable que par ailleurs, qui est aussi la mienne parce que je suis élu local. Donc j'ai été haut fonctionnaire au développement durable pendant 1 an à l'éducation nationale. Et j'ai basculé sur ce poste un peu plus politique. Et je l'ai choisi. Je l'ai choisi parce que c'est Blanquer, mais je l'ai surtout choisi aussi parce que un haut fonctionnaire au développement durable à l'éducation nationale, il est très seul. Et quand on a décidé de s'engager sur ce type de sujet, c'est-à-dire vraiment par vocation, je peux vraiment le dire très simplement, on a envie de produire des résultats. Et donc le lien s'est fait assez naturellement quand mon constat a été celui d'une relative impuissance du haut fonctionnaire au développement durable, à part des réseaux, des choses habituelles de gestion. Il m'a semblé que ça pouvait être utile d'avoir un pilotage politique beaucoup plus fort à l'éducation nationale sur ce sujet qui est transverse, comme vous le savez, et qui du coup, par rapport aux démarches académiques, dans cette très grande maison qu'est l'éducation nationale, est difficile à manier, à piloter. Bon voilà, donc voilà ma situation. J'étais un peu long sur cette présentation. Mais je suis vraiment ravi de cette invitation. Je vous en remercie beaucoup et je me réjouis du débat, des échanges qu'on va avoir ensemble, dont j'attends beaucoup. Ah, attends de voir. Hein, c'est pas, Mais j'attends, mais j'attends. parfois, ça se passe très mal. Hein, donc, bon. Anne, peut-être que je te passe la parole 10 secondes pour que tu donnes un peu le mode d'emploi, surtout sur la manière de poser les questions et d'intervenir, sachant qu'on est ensemble jusqu'à 10h30. Hein, voilà. Alors, on a ouvert d'abord le chat sur le côté. Vous pouvez poser des questions à travers le chat que l'on récupérera plutôt en fin de session. Et puis, en fin de session, donc a priori, dans les 20 dernières minutes, la parole sera donnée aux participants. Donc, si vous n'avez pas posé de questions à travers le chat, vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole. Voilà, merci. Oui, peut-être. Voilà, parfait. Peut-être même la dernière demi-heure. Donc, moi, je regarderai la colonne en effet de commentaires, de telle sorte que je pourrais, si vous écrivez vos questions, essayer de les regrouper de manière un peu thématique si certaines se retrouvent. Et en matière d'introduction, je voudrais aussi passer la parole à Jean-Marc sur en fait l'engagement du CFF et des fondations membres du CFF dans la coalition des fondations françaises pour le climat, si j'ai bien, si je ne mange pas le nom. Et je pense que c'est intéressant, Jean-Marc, que tu puisses décrire ce mouvement qui commence et qui est probablement symbolique d'un engagement commun des fondations sur un objectif majeur, un peu comme on a déjà eu l'occasion d'en discuter autour de la fracture numérique sur l'éducation. Mais donc ça me semble intéressant que tu puisses démarrer en posant ce cadre. Parfait, merci Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là avec nous ce matin pour ce café sur un sujet important qui est l'éducation et le développement durable. Au passage, je souhaite aussi remercier nos amis de la Société Générale et de Culture et Diversité qui acceptent d'être partenaires du Cercle Éducation. Bien sûr, merci à Jérôme parce que tu ne comptes pas ton temps et ton énergie pour nous aider sur ce cercle. Et vraiment, c'est très, très, très sympa et utile. Donc, merci à toi également. Peut-être vous dire donc effectivement un mot. Alors, tu as tout dit sur la coalition, parce que c'est pour moi aussi simple que ça, à savoir que l'enjeu du climat, on le voit tous les jours, malheureusement aujourd'hui, est un enjeu majeur, urgent, et il nous semblait indispensable au CFF de proposer à l'ensemble des fonds et fondations françaises de pouvoir prendre la parole officiellement pour
pour indiquer que le climat est un enjeu majeur pour tous, y compris pour nous, enfin pour vous, fonds et fondations, et qu'à ce titre, nous nous mobilisions pour plusieurs choses. D'une part, pour avoir un acte politique d'engagement au travers de la signature d'un manifeste qui vous sera proposé a priori le 18 novembre, à l'occasion d'une des 2 journées virtuelles de l'atelier des fondations. Donc, rendez-vous le 18 novembre pour le lancement de ce manifeste. Nous allons envoyer, ou d'ici la fin de semaine, ou d'ici le début de la suivante, un questionnaire à l'ensemble des fonds et fondations pour faire un état des lieux de vos pratiques en matière de climat. Donc, si vous acceptez d'y répondre, ça nous sera vraiment très utile. L'idée étant qu'on identifie de là où on part, en fait. Parce que l'objectif, c'est de proposer à tout le monde, quelle que soit la taille de la fondation, quel que soit son secteur, son statut, de pouvoir s'engager, de progresser en partant de là où vous êtes. Et l'idée, c'est de savoir là où vous êtes, justement, donc au travers de ce questionnaire. Et après, nous sommes en train de recruter une personne avec qui nous avons travaillé à vous proposer pendant plusieurs années toute une série de productions, d'outils pratiques, de rencontres pour vous aider, pour ceux qui le souhaitent, à passer à l'action et surtout pour que vous puissiez échanger entre vous les bonnes pratiques sur le sujet, parce que ça me semble vraiment utile et nécessaire. Voilà en quelques mots ce que je peux vous dire sur la coalition pour le climat. D'ores et déjà, si certains ou certaines d'entre vous êtes intéressés, on vous répondra avec plaisir, on vous accueillera avec plaisir dans cette démarche, qui est vraiment une démarche très large. On est preneur de toutes les bonnes volontés et notamment de toutes les fondations qui pourraient être intéressées à signer le manifeste avant même son lancement. On va essayer bien sûr de lancer ce manifeste avec déjà des signataires. Si vous êtes ici ce matin, c'est sans doute que le sujet vous est particulièrement sensible. Donc, n'hésitez pas à nous dire, on serait ravis de vous en dire plus, de vous fournir en off, sous embargo, le manifeste, pour savoir si vous accepteriez éventuellement d'être parmi les premiers signataires. On va donner un peu d'écho à cette démarche dans les médias. On va y aller de manière très prudente, parce que l'objectif, ce n'est pas avant tout de faire de la presse ou du greenwashing, surtout pas dans notre secteur, mais de créer une mobilisation, un effet d'entraînement en fait, du secteur. Nous, on peut toucher les fondations qu'on connaît, le réseau autour de nos fondations, mais l'idée, c'est de démultiplier le message pour toucher toutes les fondations et tous les fonds de dotation en France. Et ce projet, on le mène dans un cadre européen avec la fédération des homologues du CFF qui s'appelle le Daphné. Et pour l'instant, 3 pays pilotes précurseurs se sont lancés, la Grande-Bretagne, l'Espagne et la France. Et d'autres sont en cours de rejoindre la dynamique. Voilà en quelques mots, je resterai à votre disposition avec Anne, avec l'équipe et avec Laure Hecht qui aujourd'hui suit ces questions dans l'équipe pour répondre à toutes vos questions et je vais me taire et vous laisser à vos travaux du matin qui contribuent de facto en fait un peu à cette initiative parce que l'éducation au développement durable évidemment c'est un sujet clé aussi dans cette perspective du climat. Merci beaucoup et bonne matinée. Je devrais vous quitter avant la fin et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Merci Jean-Marc. Alors nous, on va traiter d'un sujet qui est à la fois plus large et plus resserré. Plus large parce que c'est le développement durable et pas le climat, même si évidemment on voit bien quand même le lien entre les deux. Plus resserré parce que c'est l'éducation au développement durable qui est notre sujet d'aujourd'hui. Et en fait, en discutant avec nos 2 intervenants, Thierry Le Révérend et Samuel Cazenave, je sais qu'on va parler non seulement d'éducation au développement durable, mais aussi d'éducation par le développement durable. Et donc, on va aussi interroger des questions qui sont des questions plus fondamentales de l'éducation en général. Ce que je voudrais qu'on fasse aujourd'hui, c'est vraiment d'établir un dialogue. Alors, un dialogue entre Samuel qui représente l'institution et Thierry qui représente un acteur de terrain engagé depuis bien longtemps précisément sur ce sujet de l'éducation au développement durable. Et c'est justement ce dialogue qui me paraît intéressant. Donc, je vais vous laisser peut-être chacun planter un peu le décor de votre action, mais ensuite, j'aimerais bien que vous puissiez interagir et donner envie, évidemment, à vous toutes et tous qui êtes avec nous ce matin
matin, de participer à ce dialogue dans le dernier temps de notre réunion. Et donc, je vous redis que je lis vos commentaires et vos questions dans la colonne de droite. Et donc, n'hésitez pas vraiment à nourrir cette colonne pendant que nos invités échange. Samuel, j'aimerais bien commencer avec toi peut-être pour que tu nous plantes. Alors, le décor de ce que tu fais, mais tu l'as déjà un peu fait, mais surtout un petit historique de ce qu'est l'éducation au développement durable à l'intérieur du ministère de l'Éducation nationale et pourquoi peut-être aujourd'hui c'est un enjeu plus vivant, plus fort, plus puissant qu'il ne l'était jusqu'à présent. Ce que d'ailleurs ta présence et ton poste semblent indiquer. Oui, d'abord, je crois que ça a été rappelé. On est dans un moment de l'histoire de l'humanité qui est quand même un moment grave, qui appelle de chacun de nous, où qu'on soit, des démarches radicalement nouvelles à beaucoup d'égards. Donc, c'est quand même ça, enfin, c'est ce qu'on appelle cette fameuse anthropocène avec les effets anthropiques prépondérants de cette activité humaine qui fait que la planète Terre change du fait de l'activité humaine. C'est le changement fondamental. Cette fois, la Terre change du fait de l'homme. Il y a eu d'autres ères avant, l'Holocène, etc., dont les évolutions n'étaient pas liées à l'homme. Donc là, on est sur quelque chose, il faut le rappeler, malgré tout, qui est absolument fondamental. On appelle ça la transition écologique. C'est un changement de monde qui a d'ailleurs entre nous, je ne sais pas si je te l'avais dit, mais qui m'avait inspiré il y a 1 an et demi un roman et qui va sortir dans quelques semaines sur ce sujet-là. Et c'était même avant le départ de Nicolas Hulot. Il avait écrit un petit roman là-dessus. Donc, c'est important quand même sur un sujet comme celui-là de partager un constat fondamental pour ensuite aller vers le sens et d'expliquer un peu l'organisation, la façon dont les choses se sont déroulées. Parce que on parle de plusieurs choses en fait sur ce sujet-là. L'éducation au développement durable, c'est donc d'abord effectivement une éducation, ce que tu as rappelé. C'est-à-dire que c'est une action de connaissance qui passe par le vecteur et le prisme de l'enjeu climatique et de l'enjeu de la biodiversité. Et donc, quand on parle d'éducation, ça veut dire qu'on parle d'une mobilisation de savoir, de discipline, qui permettent à un moment de mieux comprendre, de sortir des opinions, du collapsisme, qui permettent d'analyser la situation. Donc, on mobilise toutes les matières, on mobilise l'histoire, la science, la littérature, tout est mobilisable à un moment. Donc, il faut quand même avoir ça en tête. L'éducation au développement durable, c'est du développement durable par des actions. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'à l'école, finalement, cette matière permet de lier l'action à la connaissance, la raison à l'émotion. Donc, c'est des choses qui relient, je dirais, le sens et le sensible. C'est intéressant du point de vue même de l'action. Et puis ensuite, c'est la compréhension, la mobilisation des savoirs, et notamment des savoirs académiques à ce sujet-là, effectivement. Il y a un effort tout particulier qui est fait depuis quelques temps. Je vais y revenir. Rapidement sur l'historique, après avoir fait le constat partagé de l'environnement et du sens. Sur l'historique, au fond, ce n'est pas une histoire si récente que ça, grosso modo, y compris à l'éducation nationale, puisque l'éducation nationale s'est calquée un peu sur les grandes phases internationales qui concernent la prise de conscience des enjeux climatiques, et notamment la fameuse conférence de 72, la conférence de Stockholm. Après la conférence de Stockholm, on a une première circulaire, enfin quelques années après, en 77, qui commence à évoquer la nécessité de mettre en place un certain nombre de processus liés à la connaissance de l'environnement dans le cadre du format classique des matières et de la démarche d'éducation, je dirais, au sens classique du terme. Après ces années 70, il y a les années 90 avec le sommet de Rio en 92,
Et là aussi, avec l'agenda 21, etc., là derrière, à chaque fois, l'éducation nationale crante quelque chose, mais on est sur une phase, si vous voulez, sur cette période-là, on est sur une phase de définition. On essaye de savoir ce qu'on peut faire avec cette matière qui est transversale et qui correspond à aucune des matières et à tout à la fois. Il faut trouver un socle un peu doctrinal, qui d'ailleurs n'est pas tout à fait trouvé encore aujourd'hui. Donc pendant ces années-là, je vous disais, il y a le sommet de Rio, il y a une circulaire qui suit, puis une autre, en 92, un certain nombre d'autres textes. Grosso modo, jusqu'au début des années 2000, on est sur une espèce de petit montage empirique. C'est les MacGyver du développement durable qui sont à l'éducation nationale, quelques femmes et hommes passionnés qui produisent des choses et qui produisent avec des vrais savoirs. C'est quand même des inspecteurs généraux d'éducation nationale qui pilotent au départ tout ça. Et à chaque fois, en embrayant un peu sur l'actualité internationale. Début des années 2000, on passe sur un champ un peu plus précis, c'est-à-dire qu'on parle effectivement dans les textes d'éducation à l'environnement et au développement durable. Je vais passer rapidement, mais là aussi quelques textes. Grosso modo, on arrive à la période qui précède la nôtre, là immédiatement, qui se conclut par deux lois. Il y a une loi en 2013 que vous connaissez sur la loi d'orientation et de refondation de l'école, qui évoque pour la première fois, donc dans le cadre législatif, l'éducation au développement durable. Et puis il y a la loi pour l'école de la confiance, dans son article 9, la loi de 2019, qui rappelle aussi et qui introduit dans le code de l'éducation l'éducation au développement durable. Donc aujourd'hui, si vous voulez, il y a grosso modo, je crois, 7 circulaires depuis l'époque des années 70 qui concernent à l'éducation nationale l'éducation au développement durable, et il y a 2 lois qui font référence. Voilà, je dirais, la façon dont les choses ont été un peu, je dirais, soclées, sachant que maintenant on est sur une nouvelle phase. On était sur une phase qu'on appelait de généralisation, après qu'on ait essayé de définir les concepts pendant longtemps. Ensuite, il y a généralisation, c'est-à-dire qu'on met en place un certain nombre de dispositifs. Sans trop d'évaluation, on les déploie sur le territoire, dans les académies. Et si vous voulez, je vous expliquerai comment. Et aujourd'hui, je dirais qu'on est vraiment sur une phase de structuration et de mobilisation, et qui a commencé, je dirais, depuis 1 an. Il y a une circulaire du 27 août 2019 et une autre très récente du 24 septembre dernier, qui sont des circulaires-là qui vraiment structurent une démarche, qui fixent des objectifs et qui, par ailleurs, vont donner lieu à une observation un peu plus précise et à un certain nombre d'évaluations. Donc, on est toujours dans le même principe, hein, c'est-à-dire une approche un peu systémique, pluridisciplinaire, qui mélange tous ces savoirs académiques et qui, en plus, aboutit à une mise en pratique. Mais on met en place maintenant un certain nombre de dispositifs qui sont très précis. Alors, ces dispositifs, j'espère que je ne suis pas trop long, mais au moins pour poser un peu le décor, Jérôme. Oui, ben en effet, c'est ce que tu fais, c'est très bien. J'imagine que là, maintenant, tu vas parler, entre autres, des éco-délégués, ce qui permettra ensuite à Thierry de rebondir, parce que je pense qu'il y a un dialogue naturel entre éco-délégués et éco-école. Mais du coup, c'est important de poser le décor comme tu le fais. Oui, pour qu'on partage la même culture sur l'éducation au développement durable au sein de l'éducation nationale. C'est important parce que même, je pense, mes amis de Terragir qui ne font pas qu'éco-école, même si c'est un élément extrêmement structurant, mais il faut bien d'autres choses, et notamment les reporters de l'environnement. Enfin, il y a un travail très précieux. Ce qui me permettra d'évoquer un sujet absolument fondamental, mais on l'évoquera peut-être tout à l'heure directement, c'est qu'il n'y a pas de développement durable à l'éducation nationale sans partenariat extérieur. Et ça, on va en parler parce qu'en fait, ça me permet de vous dire au moins une chose. Le développement durable, l'éducation au développement durable à l'éducation nationale, et c'est ce qui fait que c'est une culture qui rentre à l'éducation nationale qui est nouveau, c'est une communauté en fait.
C'est une communauté d'acteurs, c'est les enseignants, c'est les équipes de direction, c'est les gestionnaires, c'est les personnels de la vie scolaire, etc. C'est les infirmières. Ça, c'est dans le cadre de l'établissement. Mais c'est aussi maintenant, effectivement, les jeunes eux-mêmes qui doivent être acteurs de leur destin. Il faut qu'on leur donne ces outils-là pour être acteurs de leur destin. Et ça commence tôt. Donc, je vais en parler. Ce sont les éco-délégués avec, depuis cette année, une obligation d'élection des éco-délégués dans toutes les classes des collèges et des lycées de France. Ça veut dire qu'à ce jour, et je pense que c'est à quelques jours près parce que à peu près partout les élections sont passées, à ce jour, il y a pour cette année 250 000 éco-délégués en France. Donc c'est un mouvement générationnel qui est en train d'être produit, là, à la demande du ministre, considérable, puisqu'on, comme dirait la Fondation Helix, on est à 10 to go, donc il y a encore 10 années, ça veut dire qu'on sera pratiquement à 3 millions de jeunes qui en 2030 auront été élus sur leur passion, leur connaissance de plus en plus ferme sur ces problématiques-là et sur leur capacité d'emporter un peu tout le monde. Et sur les partenaires, je termine pour revenir ensuite sur les éco-délégués. Je veux quand même dire que dans les partenaires, on a effectivement à l'Éducation nationale, et si on n'avait pas, rien ne serait possible. Et j'insiste absolument, c'est effectivement ces fondations, ces grandes associations qui arrivent avec des savoirs. Quel est le savoir à l'Éducation nationale? C'est la pédagogie. Mais les savoirs techniques, c'est Terragir, c'est le MNHN, c'est l'OFB, c'est la Fondation de la mer. C'est des structures qui sont privées, parapubliques, qui sont des fondations aussi, qui nous apportent des savoirs, des relais, et avec lesquels, en fait, on malaxe tout ça avec les jeunes. Donc, sur la dernière circulaire dont je vous parlais, qui est donc sortie très récemment, on a précisé un petit peu ce rôle des éco-délégués. Je pense qu'il est absolument fondamental, en fait. Je pense que c'est un élément de socle de cette politique. Tout le reste, grosso modo, est mis en place, et je vous en parlerai de la façon dont c'est structuré. Mais le fait à un moment que le moteur des idées vienne de ces classes, de toutes les classes de France et de Navarre, et qu'on mette en place un certain nombre d'objectifs identifiés pour ces jeunes, c'est absolument majeur. Alors, qu'est-ce qu'on leur demande, au fond, à ces éco-délégués? On leur demande de porter des projets collectivement, d'identifier des projets collectifs dans leur établissement, qui peut concerner l'écosystème, la biodiversité, le lien avec l'urbanisme local, etc. Ils doivent porter des projets, ils sont aidés, évidemment, ils ne sont jamais seuls. Ils doivent être aussi, du coup, ambassadeurs de ces projets en termes de présence au monde, etc. On les oblige à sortir un peu de leur seule passion, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faut aller dialoguer. Il faut aller dialoguer avec les services en interne, il faut aller dialoguer avec les instances de l'établissement, mais aussi avec les partenaires extérieurs. Ça peut être certains d'entre vous, ça peut être des élus locaux. Ils doivent être capables ensuite de restituer le travail qui est fait. Donc là, vous voyez qu'on est quand même sur des démarches pédagogiques extrêmement sérieuses, en fait. On les fait travailler sur des sujets qui structurent leur pensée. Donc ça veut dire restituer, ça veut dire évaluer, ça veut dire valoriser. Ils ont ce travail à faire, ça peut être par la vidéo, ça peut être par l'écrit, ça peut être collectif. Et puis ils doivent ensuite transmettre, et la transmission, c'est la transmission des connaissances. Et c'est la transmission, y compris dans des réseaux plus larges aujourd'hui qui n'existent pas forcément. Dans ce rôle, ils ont un certain nombre de relais, je vous le dis, parce qu'il y a ce qu'on appelle la démocratie lycéenne et collégienne d'ailleurs. Donc, ils doivent avoir un lien, et c'est dans la dernière circulaire aussi, c'est précisé, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre contact avec ces relais d'autres jeunes élus, mais qui ont une fonction plus administrative, avec les maisons des lycéens. On leur précise aussi qu'ils doivent avoir des démarches qui peuvent être d'établissements, inter-établissements, interacadémiques même, le cas échéant. Donc on les encourage beaucoup, et dans la circulaire, on encourage les chefs d'établissement à leur réserver des espaces pour qu'ils aient vraiment un lieu de réunion, de travail, d'élaboration, et avec la condition impérative qu'on soit sur des démarches pédagogiques. Sur l'environnement, après,
il y a un pilotage nécessaire parce que c'est quand même une jungle, l'éducation nationale. On a beaucoup de partenaires. Samuel, si tu me permets, là, ouais, je rebondirai volontiers à partir de là. Peut-être ensuite on reviendra sur les questions de pilotage. Parce que je pense que en fait, on vient d'arriver avec toi sur le terrain vraiment, terrain sur lequel Teragir agit, pardon, depuis longtemps maintenant. Donc je pense que c'est un bon moment pour écouter Thierry. Évidemment, nous raconter ce que c'est que Teragir pour ceux qui ont besoin d'un peu de précision, et aussi comment l'action de Teragir fait écho à ce que tu dis, qui est plus récent, mais qui me semble assez proche aussi. Donc, Thierry, à l'attaque. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Merci Samuel aussi pour nous avoir quelque part honoré de ce qu'effectivement nous savons que nous faisons ensemble, c'est-à-dire la coopération, le partenariat et une intelligence à associer des projets qui en fait sont partagés entre une grande association et l'éducation nationale. Le partenariat, c'est la clé du futur. D'abord, je dis un mot sur Teragir. Teragir, c'est une association d'intérêt général. On existe depuis bientôt 40 ans et on travaille à accompagner la société dans la transition écologique. On le fait en identifiant des acteurs cibles, clés, qui vont avoir un impact démultiplicateur de nos actions. Et on va travailler à les doter, à les équiper, les outiller, en fait, avec des outils, avec des méthodes, avec des supports et avec des contenus qu'on a travaillé à rendre intelligents. Je dis rendre intelligent parce qu'il ne suffit pas de donner un rapport qui fait le constat que tout va mal pour que ça suffise pour déclencher malheureusement l'action. Le problème est ailleurs. C'est le sommet de Rio qui l'a très bien dit en 92. Déjà à l'époque, il y avait des décennies de rapports qui alertaient sur les problèmes et on a bien vu que ce n'était pas suffisant. Et en fait, on a compris que si on voulait aborder les enjeux de développement durable, on devrait créer des intelligences de coopération pour arriver à surmonter des problèmes qui qui ne sont dans le champ de personne individuellement. Donc, c'est très important parce que Samuel, vous avez exprimé à demi-mot la solitude dans laquelle peut être un haut fonctionnaire du développement durable. Et c'est vrai qu'on la rencontre partout, hein, et partout sur ce sujet exactement. Alors que précisément, c'est ce qu'il faut décloisonner. Et c'est la transition que je choisis pour vous emmener chez EcoEcole. C'est exactement l'angle qu'on a choisi pour embrasser un projet nouveau dans l'école, non pas en disant tout va mal, il y a des problèmes d'eau, d'énergie, de déchets, d'alimentation. En fait, on le savait déjà. C'est de créer des méthodes qui mettent en synergie l'ensemble des acteurs d'un établissement. Les premiers projets d'éducation à l'environnement, en fait, ils étaient le fait, comme vous l'avez dit, de personnes passionnées, d'individus, et souvent à contre-courant même de leur propre écosystème. Et en fait, l'éducation au développement durable, elle doit faire appel à quelque chose de bien plus coopératif. Donc, nous, à EcoEcole, on a participé à implanter quelque chose de plus important et de plus impactant qui n'est plus un projet de classe, mais un projet d'établissement, où là, c'est l'ensemble de la communauté de l'établissement qui est invité à se confronter aux problèmes, à les diagnostiquer, à mettre des plans d'action sur la table et à travailler. C'est important parce qu'une école, c'est un écosystème d'acteurs qui est traversé par de multiples partenaires qui ont chacun des métiers, des missions différentes et qui doivent se retrouver néanmoins dans des projets communs. Une école, c'est des collectivités territoriales, les enseignants, la direction de l'école, ce sont les élèves eux-mêmes, les parents d'élèves, des associations, des entreprises, puisqu'il y a des entreprises de nettoyage, il y a aussi des entreprises privées qui peuvent servir la restauration. Et dès qu'on veut travailler quelque part à un moment sur le développement durable, en fait, si on n'est pas en contact avec la communauté globale, tout de suite, on a un phénomène bien connu qui s'appelle
l'obstacle, vous avez des murs, vous n'y arrivez pas, même si vous êtes motivé, acharné. Donc, ça, c'est un point important. Donc, Éco-École a travaillé à poser une méthodologie qui vise à réunir toute la communauté scolaire dans le même projet. Donc, étape numéro 1, établir un comité de pilotage pluriel. Étape numéro 2, poser des diagnostics, enquêter, comprendre à partir de sujets très concrets, les déchets, où est-ce que j'en produis, ça vient d'où, qu'est-ce que j'en fais, est-ce qu'on les trie, est-ce qu'il y a des cartons, mais aussi il y a les déchets alimentaires, etc. Et commencer à tisser les bases d'un plan d'action qui va créer les leviers pour agir très concrètement sur l'établissement, avec des résultats en fait observables. C'est très important, il nous semble, que de ne pas parler seulement intellectuellement du développement durable, mais de le traduire en actions transformatives. Et puis, Éco-École travaille considérablement à faire en sorte que les actes soient accompagnés au cœur de toutes les disciplines. Et l'éducation nationale est absolument sur la même ligne hein, en la matière. C'est la stratégie qui a été choisie, c'est de ne pas en faire une discipline nouvelle, mais justement de la faire pénétrer dans toutes les disciplines existantes. Donc, Éco-École a travaillé à créer des passerelles entre l'eau, l'énergie, les déchets, l'alimentation, les solidarités, la santé, qui sont nos thèmes de travail, avec chacune des disciplines, y compris les arts plastiques, les mathématiques ou le français. Donc voilà les bases d'Éco-École. Ça nous dit en gros que l'école, elle est déterminante. Et c'est pour ça qu'on a choisi de travailler aussi fortement sur l'école, parce que chaque jour, il y a 12 millions de Français qui vont à l'école pour apprendre à savoir, mais apprendre à être et aussi apprendre à faire. Donc, on y développe pas seulement que des connaissances, hein, ce qui est déterminant pour le développement durable et très fortement aujourd'hui, c'est vraiment les savoir-être et les savoir-faire ensemble. Donc, tous les jours, 12 millions de nos concitoyens vont se former sur les bancs de la République pour apprendre à être des citoyens qui comprennent le monde qui les entoure, qui en comprennent la complexité, parce que le monde est complexe et que, quelque part, l'éducation est un élément déterminant de l'autonomie d'une personne pour participer de façon consentie, libre et éclairée à des choix déterminants dans la société. Et ça résonne très fort dans l'actualité, hein, ce que je dis, et que j'irais jusqu'à dire que c'est un élément absolument déterminant de notre propre liberté et de la démocratie que de comprendre et de participer pleinement aux enjeux qui nous entourent pour ne pas les subir, mais devenir réellement des acteurs des enjeux de ce monde. Donc l'éducation est un acte politique essentiel, et c'est une politique en soi, et je dirais que c'est même un acte d'accompagnement de n'importe quelle autre politique. On voit en ce moment qu'il y a des plans de relance, hein, c'est très bien, c'est important, mais des plans de relance sont animés par des outils qui sont réglementaires, fiscaux, qui sont des outils traditionnels de la politique. En fait, ils ne mèneront nulle part s'il n'y a pas en même temps un volet éducatif ambitieux pour le monde et pour moi et pour Teragir. Il n'y aura pas de développement durable sans une politique ambitieuse d'éducation au développement durable, parce que le challenge que nous avons tous, c'est d'impliquer l'ensemble des citoyens dans ce grand projet. Donc voilà, je ne vais peut-être pas en dire plus maintenant. Éco-École, c'est 4000 établissements impliqués en réseau, beaucoup d'autres qui nous suivent, qui sans être Éco-École sont irrigués par nos informations, nos réseaux, nos outils. C'est un partenariat fort avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons un accord cadre. On a une centaine de relais locaux qui sont nos relais dans les territoires pour déployer le projet. C'est donc des outils d'accompagnement dédiés et un accompagnement par une équipe ultra motivée
pour accompagner les enseignants dans leurs projets, leurs obstacles, mais aussi valoriser leurs initiatives, les partager, les disséminer, les déployer, etc. Au total, EcoEcole permet de directement embarquer dans un projet environ 600 000 enseignants et élèves ensemble, mais EcoEcole rayonne largement plus sur son territoire, puisque quand on implique le territoire immédiat de l'établissement, les parents d'élèves, etc., EcoEcole touche environ 2 500 000 personnes chaque année en sensibilisation aux enjeux du développement durable. Voilà, je m'arrête maintenant pour aussi qu'on puisse dialoguer et rebondir. Mais je vais quand même vous relancer un tout petit peu, mais tous les deux, Thierry et Samuel, peut-être d'ailleurs si Julie va intervenir sur cette question-là, où à mon avis, elle a beaucoup à dire. En fait, moi, je suis engagé dans des projets dont le but est la transformation de l'école. Je le dis parce que en vous écoutant tous les deux, j'ai entendu des choses, et ça m'avait déjà fait le coup quand on a préparé ensemble, j'ai entendu des choses qui sont les clés, selon moi, justement de la transformation vertueuse qu'on pourrait attendre de l'école. L'éducation à la complexité, c'est-à-dire le décloisonnement, le désaucissonnage des disciplines. On l'a dit juste en passant, mais c'est presque une révolution pour l'éducation nationale d'identifier un objet comme le développement durable sans en faire une matière, c'est-à-dire de dire que c'est essentiel et que c'est peut-être une clé d'énormément de choses, lancer un programme comme 250 000 éco-délégués, tout en ne faisant pas une matière avec un programme spécifique, mais en disant justement que c'est quelque chose qui doit irriguer l'éducation tout entière. Thierry, vous avez mentionné comme ça en passant des petits sujets comme il faut apprendre à apprendre, apprendre à faire ensemble, apprendre à être. Là où la vision quand même traditionnelle de l'école, c'est plutôt apprendre tout court. C'est-à-dire en fait la transmission des savoirs. Donc, je ne veux pas être trop long moi-même, mais la question c'est comment le développement durable, ou est-ce que le développement durable n'est pas emblématique de la transformation qu'on attend de l'école, et que du coup on pourrait s'appuyer sur le développement durable, non seulement pour faire l'éducation au développement durable dont on comprend instinctivement qu'elle est cruciale, c'est-à-dire former les citoyens du XXIe siècle pour qu'ils soient capables d'être des acteurs du développement durable. On comprend vite cette idée-là. Mais au-delà de ça, que le développement durable soit à l'appui de la transformation qu'on peut attendre de l'école. Comment vous réagissez à ça? Je veux bien dire un petit mot sur… Oui, Samuel, allez-y, vous êtes bien… Non, mais Thierry, pas de souci. D'abord, je suis ravi de vous retrouver, sachant qu'on a notre convention à actualiser ensemble entre Terre Agir et l'Éducation nationale, mais c'est un vrai sujet. Et je vais revenir sur ce que disait Jérôme à l'instant. Ce partenariat est un vrai sujet, parce qu'en effet, dès lors qu'on dit qu'il n'y a pas de matière, à ce moment-là, on est sur un sujet complexe. Lui-même, il est lui-même complexe, puisqu'il touche à un certain nombre de savoirs, mais du coup, sur son organisation, il signifie autre chose, en effet, par rapport à l'école, c'est-à-dire que d'un seul coup, on crée des liens qui n'existaient pas à l'intérieur de l'établissement. Moi, je ne suis pas d'éducation nationale à l'origine, je ne suis pas né dedans. Et ce qui m'a frappé, c'est que souvent, les enseignants que je trouve tous géniaux, enfin tous ceux que j'ai vus, franchement, et je dis pas, je les trouve vraiment impressionnants. Les chefs d'établissement ont des charges que même des chefs d'entreprise ne sauraient pas gérer. Et je le dis parce que, y compris en étant passé dans le privé, je ne parle pas pour Jérôme Salté, qui a beaucoup à faire, mais je trouve que les enseignants, classiquement, c'est un peu des libéraux, quoi. Ils arrivent dans leur classe avec leurs cours et ils repartent comme ils sont venus. L'éducation et le développement durable, c'est plus ça. Effectivement, ça oblige à créer cette connexion des savoirs, des envies, autour d'un projet qui normalement est totalement fédérateur, et qui est en plus un projet, s'il n'est pas traité par l'école, qui sera forcément maltraité par ailleurs, s'il n'est pas
piloté par l'école. Parce que s'il est traité de façon disséminée, balkanique, chacun viendra aussi avec son idée de la chose. Ce qui fait que l'école a un rôle important sur le DD, c'est qu'il y a une exigence scientifique. Il y a une exigence qui parle à la raison, en fait, et pas à l'opinion, pas à la peur, pas à des sentiments qui font qu'une société explose. Donc, sur le fond, pour le DD, l'école, c'est le socle indispensable. Mais cette école ne peut fonctionner vraiment bien et elle ne peut être à l'origine, pour moi, effectivement, d'un vrai projet de société nouveau que si elle-même évolue dans ce sens des transversalités. Ce qui était intéressant, c'est que la Convention citoyenne pour le climat, vous l'avez vu, a fait beaucoup de propositions, les fameuses 150 propositions, parmi lesquelles il y en a quelques-unes qui concernent l'éducation nationale et qu'on a déjà traduite en projet de texte qui sera dans le projet de loi. Très bonne proposition sur l'idée qu'à un moment, il faut donner à cette éducation au développement durable un véritable statut comme d'autres éducations A et qu'elle n'avait pas. Donc il y a l'article 421, il y en a plusieurs où on peut vraiment positionner l'éducation au développement durable. C'est très, très, très important. Mais ce qui était intéressant, c'est que justement, emportés par leur passion, les conventionnels ont demandé à ce qu'on crée une matière éducation au développement durable. Et en fait, vous voyez que dans le sens, c'est impossible. Ça n'a pas de sens de créer une matière éducation au développement durable. Le sens de l'éducation au développement durable, c'est le dialogue en fait. C'est le dialogue des savoirs, des tempéraments, c'est le lien entre le réel et le philosophique, le virtuel, le futur et le passé, parce qu'il y a cette dimension-là aussi des temps. Quand on est sur le développement durable, on est sur des temps qui sont différents, qu'il faut penser aussi. Donc c'est une pensée, comme on aime bien les mots un peu élégants comme ça, l'éducation nationale, systémique, mais c'est vraiment ça, de tout point de vue, c'est vraiment une pensée fondatrice. Et donc j'en viens du coup à cet aspect. Tout à l'heure, on voyait une photographie des jeunes animés par Terre Agir qui faisaient quelques plantations. Bah, typiquement là, des plantations, ça exige, on peut se poser la question du diamètre du pot, du nombre de centimètres qu'il faut faire sur un mètre, quel centimètre entre chaque pot, ça se calcule en fait. On fait appel aux mathématiques. Et puis ensuite, on va parler de la biodiversité. On va dire pourquoi je mets cette terre dans celle-là, etc. Pourquoi telle plante à tel moment, etc. Et on arrive dans un champ. Et puis ensuite, on peut parler du poète local qui a écrit quelques phrases intelligentes ou quelques poèmes. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir de cette seule expérience-là, tout est dit. On a un partenaire extérieur, on a des savoirs académiques qui sont mobilisés, et on a une autre façon de faire de l'école, dehors déjà. L'école dehors, c'est un concept qui existe dans d'autres pays, que le ministre a évoqué à une ou deux reprises, qui n'est pas suffisamment développé à mon avis en France. Donc on a un processus qui se met en place. Et donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a, à partir de là, j'aurais envie de vous dire à tous, plus on est fou, plus on rit, mais à condition qu'il y ait un pilotage et une exigence, qui est une exigence à la fois des savoirs et une exigence éthique aussi. Enfin, faut pas aller, l'école, c'est pas que l'instruction. Définitivement, c'est plus que l'instruction. C'est l'éducation. C'est l'éducation au monde qui vient, au monde qui s'élabore. Et donc, on est aussi on parle beaucoup de séparatisme et de laïcité en ce moment. Ben, figurez-vous que moi, j'ai été sollicité comme HFDD par 2-3 structures qui travaillaient très très bien dans quelques écoles. Ça se passait très bien. J'ai demandé à voir leur statut. Et c'était quasiment dans les statuts une appel à l'insurrection contre l'État. Il y avait... Alors voilà, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'entende sur le citoyen du monde qu'on veut faire naître en France. Cette vocation à l'universel qu'on aime tant en France, eh ben, elle peut renaître autour de ce projet du développement durable. Et sur le coup de boost qu'on met en place là avec le ministre depuis un an, il y a aussi la dimension internationale, par exemple, qui a été très absente sur le DD en France. On n'a pas de partenariat structurel international. Et c'est intéressant à un moment, dans ce cadre-là, par rapport à ce qui se passe dans le monde, de s'interroger sur ce que c'est qu'une citoyenneté. Qu'un citoyen du monde aujourd'hui, avec quelles valeurs qui ne sont pas forcément les valeurs
républicaine au sens extrêmement strict du terme, mais il y a quand même une exigence de cette nature-là, qui est une exigence éthique et morale, en plus de l'exigence des savoirs qui permettent d'échapper à tout le reste, à toutes les tentations qui sont, entre guillemets, les fameuses tentations séparatistes au sens très large du terme. Donc, je voulais quand même vous dire ça. Voilà un peu le sens du pilotage dont je voulais parler. Et je voulais finir sur un petit point pour montrer au fond que cette grande maison de l'éducation nationale a ses rigidités, mais elle a ses souplesses aussi. Et dans ces souplesses et ces rigidités, elle a créé un statut, un label pour les établissements qui s'appelle les établissements engagés dans des démarches de développement durable. Et en fait, c'est un statut voisin, cousin de l'éco-école. L'un n'a pas empêché l'autre. On est sur des démarches qui sont compatibles, intelligentes. Et on a même, si je puis dire, upgradé le niveau de 3D dans la dernière circulaire, enfin vous regardiez ça Thierry, y compris en les inscrivant, c'est mon côté élu local, en les inscrivant dans une démarche de territoire, en les ancrant dans des démarches de territoire beaucoup plus fortement. Mais au fond, voilà, c'est pour vous dire, l'essentiel, c'est qu'on s'entende sur le constat initial, sur les valeurs et sur l'objectif des savoirs. Et à partir de là, on peut tous travailler ensemble. Ah, super. Peut-être Thierry et ou Julie, sur le sujet de l'éducation par le développement durable et donc de la transformation de l'école. Et puis, évidemment, en réponse à ce que vient de dire Samuel, je préviens qu'ensuite, nous ouvrirons la discussion avec tout le monde. Et donc, merci de préparer vos questions de telle sorte qu'on n'attende pas, comme d'habitude, la première question qui est en général la plus longue et la plus difficile à faire venir. Je compte sur vous pour que ça fuse après la prise de parole de Thierry et Julie. Moi, sur ce que vient de dire Samuel, vous aurez remarqué qu'on est deux là à porter ce petit badge qui est le logo des objectifs de développement durable, les objectifs de développement durable des Nations Unies, qu'il faut absolument connaître si vous ne les connaissez pas encore, parce que c'est le cadre qui a été adopté par l'ensemble quand même des pays du monde en 2015 et qui justement ont défini l'agenda 2030, le 10 to go, l'agenda 2030, l'échéance à laquelle on doit vraiment tous avoir fait de grands efforts pour se mettre sur les voies du développement durable. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que ça dit, c'est que pour y arriver, on a 17 grands objectifs qui se déclinent ensuite en un plan d'action plus détaillé, et que dans ces 17 objectifs, bien sûr, il y a l'éducation, l'objectif numéro 4, mais ceci est un très beau logo parce qu'en fait, c'est une clé de voûte. Enlever n'importe lequel des parties du camembert, et en fait, c'est l'ensemble qui s'effondre. Et ça montre bien, en fait, la globalité, la pluridisciplinarité dont on parlait à l'instant. C'est que si vous avez la meilleure politique de protection de la biodiversité, mais qu'en même temps, il n'y a pas d'emploi, ou que tout le monde meurt de faim, etc., ce n'est pas le développement durable. Et donc, le développement durable, c'est cet objet si complexe qui nous attend, où on doit penser globalement et réussir. Et effectivement, donc ça a lieu par l'interaction. L'intelligence, vraiment, c'est la science, la capacité à mettre en lien des blocs de savoir. C'est important, on a besoin d'avoir des blocs de savoir, des disciplines. Et ensuite, la question, donc là, ça c'est la partie disque dur de l'ordinateur. D'ailleurs, mais c'est intéressant parce qu'on peut la confier de plus en plus à des disques durs, celle-là, il n'y a pas de problème, ça ne remet pas en question la capacité à être un être intelligent. La véritable intelligence, et tant mieux si on arrive à soulager les individus de la partie disque dur, c'est ensuite de mettre en œuvre la véritable intelligence qui est de créer des passerelles entre ces blocs de savoir. Si vous connaissez par cœur la liste des perturbateurs endocriniens, mais que vous ne savez pas comment ça va interagir avec votre santé, vos aliments, etc., eh ben vous n'avez rien compris et en fait, il ne se passera rien. Et voilà, et donc c'est ça. Donc, pour aussi notre audience, et c'est l'objet de ce débat, moi je vous encourage vraiment à vous investir dans l'éducation au développement durable parce qu'en fait, elle a besoin d'orientation forte
de signaux forts. Et en fait, ça ne nous empêche pas de travailler avec les restes des sujets que vous pouvez affectionner, l'enfance, la santé, et même le monde des arts, puisque le développement durable est très très lié, en fait. Je pense aux démarches artistiques qu'on a intégrées dans Éco-École, parce que finalement, donner accès à un monde nouveau, à un monde futur, c'est être capable de l'imaginer, d'y croire et de se projeter dans quelque chose d'autre, dans quelque chose qui n'existe pas encore. C'est développer un outil finalement de créativité, de capacité à imaginer des solutions. Et je le dis carrément, nous avons besoin des artistes, nous avons besoin de l'art pour tout ce qu'il nous apporte, pour la capacité à construire de nouveaux récits. Ça, c'est un point important pour moi aussi de cette éducation au développement durable, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes tous nourris de récits qui peut-être nous brident beaucoup et qui nous ont construits en tout cas. Et en fait, le développement durable a besoin d'élaborer de nouveaux récits qui nous donnent une compréhension nouvelle de notre place au milieu de la nature, dans la nature, comme élément de la nature, pas au-dessus, pas à côté. Et pareil avec les autres, pas au-dessus, pas à côté. Vraiment ensemble. Et ce que vous disiez, Samuel, sur cette dimension internationale, cette nécessité de la solidarité mondiale, elle est totale, puisque aujourd'hui, quand j'émets 1 kilo de CO2, que je sois ici ou en Chine, mais la nature, elle s'en moque. Pour elle, c'est absolument la même chose. Donc, on a véritablement une communauté de destin. Et se faire ensemble, et cet écosystème global, on a vraiment besoin de développer une culture d'une forme à la fois de territoire très local, qui est le territoire où je vis, où j'agis, et en même temps de territoire global qui ne doit pas me rester étranger. Voilà. Si vous me permettez, Thierry, je voudrais donner un exemple illustrer votre propos. Effectivement, la position qui est la mienne peut donner peut-être l'impression qu'on flotte à des hauteurs un peu himalayennes au-dessus du réel et des choses qui ne se font que quelque part. En fait, il doit se passer des choses. Et après, le pilotage est parfois. Moi, je suis élu local. Je suis vice-président d'un département, la Charente. Je m'occupe d'insertion et d'économie sociale et solidaire. Et j'ai eu affaire à une chose très particulière au début du mandat, c'est que dans un des quartiers qui est un quartier REP+, chez moi, sur mon canton, de grands travaux ont été faits dans le cadre du renouvellement urbain, qui ont coûté des millions d'euros, des dizaines de millions d'euros sur une quinzaine d'années. Et le dernier acte de cette opération, c'était de fermer le collège qui était en plein milieu de ce quartier-là. Parce que le collège qui devait accueillir entre 450 et 500 gamins, en fait, n'en accueillait plus que moins de 150. Donc, il était décidé que ces gamins-là seraient répartis dans les collèges alentours. Et je m'y suis opposé. C'est pour rebondir sur l'aspect culture et sur l'aspect lien aussi avec l'ensemble des écosystèmes. Je m'y suis opposé parce que je pense que ces enfants-là ont besoin d'un traitement particulier, mais à condition qu'on les nourrisse autrement. Et moi, je suis par ailleurs président de la Cité de la bande dessinée. J'étais à l'époque président aussi de l'école supérieure de l'image, qui fait de la bande dessinée. Donc, j'ai proposé une école à horaire aménagé avec de la bande dessinée. Ben, figurez-vous que dans ce quartier-là, où même les natifs, si je puis dire, du quartier envoyaient leurs enfants à l'extérieur, au bout du compte, la création de cette école a fait que sur les 2 années qui suivent, on a créé 2 classes de 6e complémentaires. Et qu'on va installer Canopée dans 7 établissements. L'atelier Canopée départemental va être installé là. Donc, en termes d'ODD, si je puis dire, enfin de projets systémiques, ça a donné lieu à quoi? La culture est rentrée. On a fait rentrer l'établissement dans une démarche de développement durable. Elle travaille avec l'épicerie sociale locale. Elle travaille sur le jardin partagé que j'ai mis en place, puisque je suis en charge de l'ESS juste à côté. Et en fait, on a créé là quelque chose qui est un véritable écosystème autour de cet établissement qui redevient central autour des problématiques de l'EDD et qui intègre la culture. Voilà, c'était pour illustrer ce que vous disiez et pour dire au fond que toutes ces stratégies n'ont de sens que si à un moment ça se concrétise très précisément. Et le travail auprès des élus locaux est essentiel, est vraiment essentiel. Oui, merci Samuel.
Thierry, oui, Jérôme, oui. ouais, Puisque vous avez invité Julie à prendre la parole, effectivement, ben moi voilà. je pense elle peut nous éclairer assez bien, soit sur les obstacles que rencontrent les enseignants quand même dans la mise en œuvre de leurs projets, et la façon dont ils sont levés, et qu'est-ce qu'on peut faire quand même pour pas se satisfaire de ça, parce que effectivement, hein, on se l'est dit, l'école elle-même, comme toute organisation, a besoin d'évoluer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les enseignants qui ont besoin du développement durable de trouver de nouveaux espaces, de nouvelles temps, de nouvelles formes d'organisation. Et puis, Oui, absolument. et sinon, Julie pourrait aussi nous donner un super exemple des magnifiques mécaniques qui se mettent en place pour voir toute la beauté, toute la magie d'un projet éco-école. Eh ben, génial. Donc, dans l'ordre, on va faire ça. Ensuite, si vous êtes d'accord, Anastasia, j'aimerais bien vous entendre en réponse à ce que disait Thierry tout à l'heure sur l'importance de l'art, puisque enfin, si je vous ai bien écouté tout à l'heure, c'est votre domaine de prédilection. Et donc, comme le lien paraît peu évident entre développement durable et art, et que vous êtes là, je trouverais formidable que vous puissiez nous en dire un petit mot. Et puis ensuite, j'ai des questions qui sont arrivées dans la colonne de droite, et donc je m'en ferai l'écho. Et puis évidemment, allons-y pour la frénésie de questions. Julie, c'est à vous. Oui, très bien. Donc, comme le disait Thierry, les enseignants hein, ont bien évidemment un rôle clé à jouer dans toutes les démarches de développement durable. Je pense qu'on a vu, nous aussi, au niveau d'éco-école, une évolution qui est liée notamment aussi à l'évolution du cadre qui existe au niveau de l'éducation nationale et qui favorise de plus en plus les démarches de développement durable. Ce qu'on peut constater dans les projets éco-école, et je pense que c'est la même chose sur les établissements qui sont dans des dynamiques 3D, c'est que souvent au départ, c'est quand même un petit groupe on va dire, de convaincus, de motivés parmi les enseignants et le personnel de l'établissement qui décident de s'engager et de se lancer. Et qui, donc, assez rapidement, en général, hein, arrivent à mobiliser les forces et différents acteurs de l'établissement pour constituer voilà, un groupe de pilotage et raccrocher les autres. Ce qui favorise beaucoup la possibilité de cette dynamique-là, c'est en effet quand des enseignants, des professeurs arrivent à avoir du temps, bien évidemment, de disponible pour travailler sur le projet et la démarche d'éducation et développement durable. Donc, notamment les temps d'animation des groupes de pilotage, le travail avec les élèves, ça se fait beaucoup en classe, évidemment, puisque le lien est bien évidemment assez fortement fait avec les enseignements, mais il y a toujours la nécessité d'avoir, on va dire, du temps un petit peu supplémentaire en dehors du temps de classe pour échanger avec les partenaires, travailler sur la mise en place de ces projets-là. Et donc, c'est vrai qu'on le voit dans les établissements scolaires où il y a un référent, par exemple, pour le projet EDD, qui a un temps dédié spécifiquement à ce projet-là. Les démarches avancent beaucoup plus facilement et la dynamique dans l'établissement permet aussi de se maintenir dans le temps parce que c'est aussi une reconnaissance, en fait, de l'importance de ce projet, de cette démarche d'éducation et de développement durable dans l'établissement. Donc, c'est souvent un élément assez clé que voilà, il est vraiment un temps aussi de donner aux enseignants pour travailler sur le projet. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire en travaillant sur des outils à destination des enseignants, c'est leur donner voilà, les outils, les moyens, les ressources aussi très concrètes pour voilà, réaliser un diagnostic sur une thématique en particulier, pouvoir travailler ensuite avec leurs élèves sur certaines activités pour réfléchir au plan d'action qu'ils vont pouvoir réaliser. C'est aussi tout ce processus d'accompagnement, de formation qui se développe aussi à travers les formations spécifiques qui sont réalisées sur l'éducation et le développement durable. Mais les enseignants ont en effet besoin d'être aussi accompagnés pour se sentir aussi à l'aise pour traiter certains sujets. Des sujets comme le climat, nous, on a souvent quand même des enseignants qui, encore aujourd'hui, ont envie de le traiter avec leurs élèves, mais ne savent pas forcément comment le faire. Donc là aussi, le fait qu'il y ait une évolution, c'est vrai que Samuel n'en a pas parlé, mais à la rentrée ont aussi été intégrées plus fortement dans les programmes scolaires des composantes liées à l'enseignement du climat, de la transition écologique. C'est également des éléments qui sont importants et qui vont aider à l'intégration en fait, de ces sujets dans les différents enseignements.
Oui, et au fond, dans l'éducation, du temps, des outils et de la formation, euh, c'est euh, c'est quand même assez souvent ce qu'on ressent comme étant un besoin de mobilisation. Mais ça veut dire quand même, j'entends en creux, Julie, qu'il y a une volonté, une bonne volonté de départ sur laquelle on peut s'appuyer, ce qui là, pour le coup, n'est pas toujours le cas. Donc c'est quand même le côté positif de la chose, non? Oui, 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 tout à fait. Je pense que la dynamique, j'allais dire, c'est un petit peu comme toute dynamique, il faut que ça vienne de plusieurs côtés. Donc, c'est vrai qu'il y a une impulsion forte dans les établissements scolaires qui vient des élèves eux-mêmes hein, aussi, hein, avec une envie voilà, d'être en mesure de mieux comprendre et d'agir sur ces questions de développement durable. Et le fait, en effet, que le cadre au niveau national le favorise et l'encourage de plus en plus, voilà, permet aux démarches de se mettre aussi en place plus facilement. Donc, c'est l'importance, et on en a peu parlé, mais aussi en effet l'engagement des collectivités dans l'accompagnement des établissements scolaires de leur territoire dans ces démarches de développement durable. Les collectivités ont aussi un rôle souvent assez clé à jouer. Donc, c'est voilà, la collaboration et les impulsions données par ces différents acteurs qui sont importantes. Surtout dans la démarche décloisonnée que rappelait Thierry tout à l'heure. Sur l'art, Anastasia, peut-être, et puis après, je prendrai les questions telles qu'elles ont été écrites, puis on rebondit comme on veut. On a encore un quart d'heure ensemble, on a le temps de continuer à échanger. Oui, mais écoutez, merci aux trois intervenants, parce que j'ai trouvé en tout cas la présentation extrêmement intéressante, très enrichissante. Et au fil de différents sujets qui ont été abordés et présentés, j'étais réconfortée dans ma première appréciation, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des objectifs et des dispositifs qui sont vraiment communs avec l'éducation artistique et culturelle à l'école, c'est-à-dire le fait qu'il ne s'agit pas d'une matière, mais vraiment d'un sujet qui est transversal, qui mobilise normalement toutes les matières enseignées à l'école. Et donc, sur aussi cette question de mobiliser à la fois les sens, les savoirs, mais aussi les sensibles et l'émotion. Parce qu'on a beaucoup travaillé sur, disons, une supposée dichotomie entre émotion et raison. Aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas continuer avec ces concepts, que les savoirs sont fondés à la fois sur la raison et sur l'émotion. Donc, je me suis posé la question parce que l'art, effectivement, embrasse tous les sujets. La question d'un monde meilleur, l'empathie avec les autres humains, mais aussi les non-humains, etc., sont des sujets qui, l'art les embrasse de multiples façons. Donc, elle a un rôle, comme Thierry l'a bien rappelé, de nous aider à la fois de se construire, d'avoir des rapports au monde qui sont plus empathiques, et aussi construire de nouveaux imaginaires. Donc, sans l'art, en tout cas, l'humanité ne peut pas avancer justement dans ce chemin qui nous amènera à ces nouveaux paradigmes que tout le monde appelle de ses forces. Donc, pour nous, l'art joue un rôle essentiel dans l'éducation et dans la notion de citoyenneté, c'est-à-dire des citoyens actifs, la notion de la démocratie, de la participation. Tout ça, l'art est un activateur, c'est un agent du changement. Et puisque nous sommes avec des problématiques du climat et du développement durable, nous considérons que l'art est un acteur du changement que nous devons mettre en œuvre. Voilà ce que j'ai à dire. Donc, j'étais très contente de croiser ces positions avec les intervenants d'aujourd'hui. Et je vais mettre juste une question, donc, parce que je sais que les enseignants sont quand même les piliers du travail qui se fait à l'école. On sait qu'ils sont très éprouvés souvent par les multiples besoins qu'aujourd'hui demandent à l'école de répondre. Comment peut-on les réconforter dans ces différentes missions quelque part nouvelles qu'on endosse à leur enseignement? Comment peut-on finalement croiser l'éducation artistique et culturelle avec l'éducation au développement durable? Parce que je pense que quelque part, il faut qu'on crée ces synergies, parce que vous parlez beaucoup de synergie et de coopération.
je crois que la multiplication des dispositifs pour la communauté éducative est souvent un problème. Voilà. Oui, je me permets peut-être de compléter la question qui est centrale et d'ailleurs d'y rajouter celle que pose par écrit Sandrine. Et Sandrine, vous me corrigez si je m'en fais mal l'écho. Donc la question de Sandrine, c'est comment en réalité accompagner les enseignants sur le plan de la formation. C'est ce que disait Julie tout à l'heure. Mais enfin, ils ont besoin d'outils, ils ont besoin de temps, mais ils ont aussi besoin de formation. Et Dieu sait que l'éducation au développement durable, c'est un objet qui mérite une formation. On a vu la complexité, l'aspect systémique, tout ce que ça embrasse, c'est difficile et ça nécessite en effet un effort de formation. Et puis ce que disait Anastasia à l'instant, c'est-à-dire les enseignants, ils sont souvent les récepteurs d'injonctions de toutes sortes, extrêmement variées. Et à chaque fois qu'on a un problème dans la société, on se dit ça démarre par l'éducation, pan, il faut le mettre dans les programmes, et ça se retrouve sur les pompes, si je puis dire, des enseignants, ce qui rend évidemment leur vie extrêmement compliquée. Et donc, je pense que le sujet d'Anastasia est central, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que ça ne soit pas un objet de plus qui pèse sur les épaules des enseignants, mais plutôt quelque chose qui vient à leur secours pour faire leur mission centrale. Alors, je dis un petit mot peut-être, Jérôme, sur ce sujet-là. Bien sûr, oui. D'abord, merci à mesdames de ces questions qui sont effectivement centrales. Le pivot dans un établissement, une école, c'est évidemment l'enseignant et tout passe par lui. Donc, il faut qu'il ait les conditions nécessaires pour exercer convenablement cette tâche-là. Moi, j'ai un regard assez nouveau en fait sur l'éducation nationale, parce que j'y suis finalement depuis 2 ans et demi, c'est très peu. Donc, je garde un peu une forme de fraîcheur qui n'est pas celle de mon âge, mais celle de mon expérience de l'éducation nationale. Et ça m'a beaucoup frappé, en effet, dans les établissements, le nombre de correspondants sur des sujets sociétaux. Enfin, ça fleurit un peu comme pâquerette au printemps. Vous avez l'éducation à la sexualité, les ambassadeurs sur l'alimentation. Il y a toutes sortes de choses qui vont dans tous les sens et qui, à un moment, effectivement, passent à côté de l'objectif unique, celui que permet l'art, justement, c'est-à-dire d'emporter des générations vers l'imagination, vers la créativité. Et ces sujets-là sont ceux qui permettent en fait de jongler avec des connaissances qui, dans certains milieux sociaux, dans certains environnements géographiques, ne sont pas tellement évidents à saisir, ces objets. Pas évident. Et c'est cette entrée-là qui les rend appréhendable plus facilement par le jeu. Moi qui connais bien la bande dessinée, j'ai vu des travaux de médiation grâce à la bande dessinée avec dans des établissements ou même des personnes en dehors du champ social qui sont complètement sorties du champ économique, qui les ont fait revivre en fait, qui leur ont redonné du sens dans le lien avec leurs enfants, etc. Donc, première chose, l'éducation nationale fait comme elle peut, c'est-à-dire qu'elle essaye de traiter tous les sujets aussi bien que c'est possible, et en général en égrenant effectivement ici ou là des responsabilités qui rendent la gestion en établissement difficile. Maintenant, je vais nuancer un peu le propos, parce qu'il y a quand même, si l'on veut bien s'en saisir, des moyens de donner du sens à tout ça. Et notamment, il y a le fameux CESC, qui est la structure, en fait, dans chaque établissement qui gère les animations sociétales, je dirais. Il se trouve que ce CESC, je voudrais y rajouter un E dans le cadre du dialogue qui sera mis en place sur la Convention citoyenne et le futur projet de loi pour qu'on y mette l'éducation au développement durable. Et donc, on aurait tout dedans. On aurait l'art, on aurait les problèmes alimentaires, les problèmes sociaux, les problèmes de discrimination, et ça serait géré par une structure unique dans chaque établissement. Cette structure, elle existe. Aujourd'hui, elle n'est pas suffisamment activée et pourtant, elle a une valeur légale. Donc là, c'est notre job à un moment de dire c'est impératif. L'avantage de cette maison, c'est que quand on dit que c'est impératif, c'est quand même fait.
Quand on dit qu'il faut élire 250 000 éco-délégués, ils sont élus. Donc après, c'est notre responsabilité de faire en sorte que derrière, la mécanique suive, qu'il y ait un peu de temps, et je vais y venir, de formation aussi. C'était l'autre partie de vos interventions, de formation pour les enseignants. En fait, ces formations, et je vais avoir encore une fois une réponse nuancée, parce que si je suis là, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et donc, le monde n'est pas parfait. Il y a des formations qui sont nées dans certaines académies et qui sont même intégrées au plan académique de formation. Et il y en a beaucoup plus que vous n'imaginez. Et il y en a beaucoup plus que vous imaginez. Moi, j'ai découvert ça dans les tableaux Excel. En fait, j'en ai vu absolument partout. Partout dans les académies, vous avez forcément 2 ou 3 lignes qui concernent des formations selon les degrés des enseignants. Le problème, c'est évidemment la cohérence. C'est l'équité territoriale, c'est une visibilité qui n'existe pas. Le deuxième problème, c'est qu'au niveau national, on n'a pas cette espèce de champ aussi large. Moi, au niveau national, j'ai qu'une chose, c'est le Forum des ressources de l'éducation et du développement durable, le FORED, qui se tient bien une fois par an, et qui est un moment de rencontre, mais qui est parfaitement insuffisant. Donc là, de ce côté-là, il est très clair qu'il y a d'un côté un projet de coordination global, et si on prend le meilleur de ce qui se fait sur chaque académie, on peut en faire un projet sur l'ensemble des académies formidable, et ça, j'en suis certain. C'est un problème de travail collectif, et qui peut d'ailleurs être fait avec certains d'entre vous, parce qu'il faut mélanger le regard interne et externe de façon permanente sur ces sujets-là. Et au niveau national, il est clair qu'on manque de quelques ressources, hein, c'est tout simple. Je vais vous dire quelque chose, ça m'a sidéré quand je suis arrivé à l'éducation nationale. J'ai vu que mon budget pour aider les associations d'éducation et développement durable, il était de 25 000 €. Voilà, donc ça vous dit tout. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que disait Julie tout à l'heure, c'est vrai que tout ça est parti souvent de passionnés ici ou là. Maintenant, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on structure. Julie, vous disiez que les programmes cette année ont été enrichis du cycle 1 jusqu'au lycée, ont été complètement enrichis et à tous les niveaux et dans toutes les matières en EDD. On va sortir un vadémécum de l'éducation au développement durable d'ici un mois à peu près pour qu'on partage tous la même chose. On essaye d'organiser et de structurer l'aspect des référents départementaux, des coordonnateurs académiques au développement durable qui existent, mais qui manquent là aussi de chargés de mission. Tout ça, c'est dans la dernière circulaire. Donc je ne dis pas que les choses sont parfaites, loin s'en faut. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais j'ai eu conscience, et on a conscience du travail qui est à faire. Et en fait, je pense sincèrement que ce travail aura forcément une limite en termes de moyens dans l'éducation nationale, parce que vous voyez bien qu'il y a des besoins qui sont plus structurants, je dirais. Quand on parle des chefs d'établissement, des directeurs d'école, on parle de 500 € par mois de plus, et ça fait immédiatement des dizaines, des centaines de millions d'euros. Donc, à un moment, on ne peut pas multiplier ça comme ça. C'est là où il faut être intelligent. C'est là où il y a les espaces de liberté, les espaces d'aménagement qu'on crée dans les établissements, qu'on met en place avec les partenaires, qui donnent du plaisir aux chefs d'établissement, aux enseignants. Les référents, eux, ont un peu de temps normalement consacré à tout ça, mais il faut trouver une espèce de compromis intelligent. Je ne dis pas que je n'ai pas envie de donner un peu de temps supplémentaire et les indemnités qui vont bien avec, le cas échéant, pour les enseignants. Je dis simplement que si on veut réussir maintenant, en fait, il faut être réaliste ensemble. Thierry, peut-être sur ce sujet de l'accompagnement. Et puis, j'ai de la curiosité sur les ODD mentionnés précédemment dans la discussion, et notamment sur est-ce qu'il y a un cadre plus européen, voire français, qui incarne ces ODD de l'ONU. Mais d'abord sur les enseignants. Et puis, est-ce que, s'il y a d'autres questions, merci de les préparer pour être efficace, puisqu'il nous reste 5 minutes ensemble. Oui. C'est effectivement une clé, hein, c'est comment on accompagne à la marge ou plus structurellement les enseignants, les établissements à
envisager un fonctionnement différent. Moi, je dirige une association. Finalement, c'est comme une entreprise, c'est peut-être comme l'éducation nationale à son niveau, c'est-à-dire que c'est une organisation. C'est-à-dire qu'il y a un organigramme, c'est-à-dire qu'il y a des intelligences, des cohérences, des incohérences parfois aussi, et que recomposer, réorganiser, c'est ce qui permet de créer des mécaniques nouvelles, en fait. Donc, je pense que toute organisation, à un moment, doit se poser la question de qu'est-ce qu'elle peut fluidifier et ne pas seulement traiter à la marge, mais vraiment, on est tous des organismes vivants, quoi. Et en ce moment, avec le développement durable, on a tous été questionnés. N'importe quelle entreprise, n'importe quelle association, à un moment, revoit ses fonctionnements et travaille à évoluer. Donc, je pense que ça concerne aussi l'éducation nationale. Dans le fond, je sais bien que ce n'est pas facile, mais dans le fond, je pense qu'il y a aussi une question d'ériger des priorités, en fait. C'est-à-dire qu'on est tous, même individuellement dans nos vies, on est tous submergés par des priorités qui ne font que s'accumuler aux précédentes. Et à un moment, il faut se poser et accepter de se dire que nous sommes en présence de quelque chose qui est absolument fondamental et fondateur pour hiérarchiser un tant soit peu, en fait. Le fait que le développement durable, là, ce n'est pas une bagatelle. Voilà. Et moi, dans ma vie, vous voyez, je pourrais faire le choix, parce que j'ai beaucoup de boulot et beaucoup d'enfants, de faire des plats préparés et de faire de la bouffe rapide, là, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a jamais le temps. Et en fait, eh bien, on assume, on fait toujours des repas. Et on prend ce temps, et après, finalement, on apprend à le faire efficacement. En une demi-heure, c'est plié. Et je pense que ça fait partie des choix de vie qu'il faut arriver à faire, de se dire, ça, c'est prioritaire. Et donc, d'arriver à trouver les espaces, les intelligences, les organisations. Et là, il y a des modèles, effectivement, européens ou internationaux sur peut-être d'autres organisations de l'éducation. Il y a des modèles scandinaves qui sont souvent érigés en exemple sur l'autonomie des enseignants, qui ouvrent la porte à tout ça. Je ne veux pas dire que c'est ça qu'il nous faut absolument, mais il ne faut pas calquer les modèles comme ça. Mais il faut chercher, et je pense que c'est pas terminé, quoi. On peut pas je pense qu'on ne pourra pas se contenter de généraliser l'EDD comme ça. Mais je suis optimiste aussi, parce que l'éducation nationale, je la connais depuis quelques temps maintenant. Je vous l'avais dit en préparation de cette réunion. Pendant les 20 premières années de ma vie professionnelle, je n'ai jamais eu un rendez-vous avec l'éducation nationale. Et quelque chose s'est passé, et Samuel est à sa façon un artisan de cette nouvelle forme de l'éducation nationale qui s'ouvre, qui s'est ouverte, qui continue de s'ouvrir. Donc je pense qu'il faut continuer à questionner tout ça et accepter de chercher, en fait, et d'oser et d'innover et d'inventer et de faire des projets pilotes pour vérifier si ça marche. Les classes dehors, je pense que ça peut être, à mon avis, moi j'adhère absolument. Ça ne doit pas être toute la semaine comme ça, mais de temps en temps, inviter les enseignants à se bousculer et à bousculer leurs propres élèves pour faire classe avec des matériaux qui sont exclusivement ce qu'on va trouver dehors. À mon avis, il y a une ressource fantastique. Tous ceux qui le font des choses magiques avec ça. Donc, voilà, il faut chercher, il faut inventer. J'avoue, Thierry, que j'observe un talent naturel pour la conclusion, parce qu'il est 10h30 et on termine sur un enthousiasme et un optimisme qui est tout à fait remarquable. Alors, je dis on termine, ce qui est peut-être un tout petit peu brutal. Y avait-il d'autres questions, curiosités, remarques de la part de nos fondations présentes? Sinon, je laisse peut-être la parole à Anne pour le mot de conclusion au nom du CFF. Mais pour ma part, je me permets de vous remercier
tous les deux, Thierry, Samuel, tous les trois, devrais-je dire, parce que merci à Julie d'avoir contribué à la conversation. Et merci à tous d'avoir été avec nous et d'avoir contribué également. Et puis, on aura d'autres rendez-vous dans le cadre du cercle d'éducation du CFF. Et là, c'est plutôt à Anne de nous raconter ça et avant que nous nous quittions. Merci beaucoup. Jérôme, pardonnez-moi, si je peux dire un mot de remerciement à chacun d'entre vous, parce que c'est un moment vraiment d'échange précieux et je parlais de la solitude du haut fonctionnaire au développement durable. Je peux parler de la joie maintenant d'être dans le cabinet, c'est-à-dire d'être sur un moment de pilotage possible et de lien direct avec vous. Et ce que je veux vous dire, c'est que après cette conversation, enfin pour moi, c'est le début d'un travail collectif. Il pourrait y avoir une boucle Telegram ensemble. Vous avez l'occasion, avec le travail parlementaire sur la Convention citoyenne, d'intervenir auprès de parlementaires de vos territoires que vous connaissez. Vous avez l'occasion d'intervenir auprès de moi à l'occasion du FORED, si vous voulez intervenir. Et il y a beaucoup de façons de travailler ensemble. Donc, en fait, je veux vous encourager à venir vers moi et à ce qu'on secoue un peu cette grande maison qui, en fait, est beaucoup plus souple qu'on l'imagine. Et je vais vous donner le dernier exemple où on a fait du développement durable en un mois. C'est les vacances apprenantes. On a travaillé un mois sur les vacances apprenantes. Un mois et demi après, il y avait un million d'enfants qui étaient sur les vacances apprenantes. Donc, c'est possible. Et dans les vacances apprenantes, il y avait l'école ouverte buissonnière. Il y avait un support pédagogique sur l'EDD que vous pourriez enrichir pour l'été prochain. Tous ensemble, on pourrait faire un gros travail là-dessus, par exemple, parce que c'est moi qui l'ai fait un peu dans mon coin, ce petit travail sur l'EDD. On serait 10 fondations à faire ça. Vous imaginez le travail merveilleux qu'on pourrait mettre en place pour l'été prochain. Voilà. Bah, écoute, là, tu viens de gagner la transmission de ton adresse mail à tout le monde par Anne. Donc, ça, c'est fait. Voilà, très bien. Mais merci de cette ouverture, en effet. De l'ouverture en conclusion. Décidément, j'ai quand même deux intervenants qui sont d'un talent consommé. Anne, c'est à toi. Bon, merci beaucoup, Monsieur Cazenave, de vous être rendu disponible pour cette session. Merci Thierry, merci Jérôme. Et merci à vous tous. Je voulais ajouter que ces thèmes que nous avons abordés aujourd'hui, à la fois sur l'action collective et sur la sensibilisation, le développement à l'engagement sur les ODD, sont des thèmes transversaux, identifiés comme importants par le Centre français et par les fondations. Donc, on les retrouve dans d'autres programmes du CFF et notamment au sein des autres cercles thématiques, action internationale, gestion financière et fondation distributive. Voilà. Alors, nos prochains rendez-vous du cercle éducation, ce sera au mois de décembre sur le numérique éducatif et au début de l'année 2021 sur l'accrochage scolaire que peuvent faire les fondations. Je vous rappelle qu'il y a des pages dédiées sur le site du CFF sur lequel vous pourrez retrouver toutes les informations du cercle éducation et la captation de cette session sera disponible, accessible à tous les membres du cercle éducation. Voilà, je vous remercie tous et rendez-vous pour une prochaine occasion. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.